la naissance du monde moderne. Nous posons un regard nouveau sur la progression de la civilisation sur notre planète. Depuis l'aube de l'humanité, des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. La civilisation a vu le jour au Moyen-Orient. Depuis des millénaires, cette région constitue un carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est un épicentre économique, scientifique et culturel. Revivons la fabuleuse odyssée de l'Orient vers l'Occident. Avant d'entamer un long processus de civilisation, les hommes sont nomades. Les tribus sont constamment en déplacement, en quête d'abri et de nourriture. Elles vivent de la cueillette et de la chasse. De récentes découvertes attestent qu'un événement extraordinaire s'est produit il y a environ 12 000 ans. Dans un territoire qui correspond au sud de la Turquie actuelle, les chasseurs-cueilleurs adoptent un comportement surprenant. Des fouilles menées sur le site de Göbekli-Tepe montrent qu'ils ont interrompu leur errance. Pour la première fois dans l'histoire, des humains se mettent à bâtir à une échelle monumentale. Ils modifient ainsi le paysage. Tous ces monticules sont artificiels. Ils n'ont pas été créés par la nature. Il s'agit de constructions comparables à celles que nous avons mises au jour ici. Ils reposent au sommet d'une immense crête calcaire et dominent le paysage. Sur le site, le professeur Klaus Schmidt et son équipe ont découvert de gigantesques piliers de pierre sculptés. Il s'agit des premiers monuments humains jamais mis au jour. Les piliers de la salle C sont assez monumentaux. Malheureusement, les deux piliers centraux ont été détruits dans l'Antiquité. Il manque la partie supérieure, mais on sait qu'à l'origine, ils mesuraient environ 5 mètres. Ces piliers révèlent que l'homme de l'âge de pierre possède une étonnante maîtrise artistique. Celui-ci est un très bon exemple de l'art de l'âge de pierre. Ce haut-relief représente un prédateur, peut-être un léopard qui montre ses crocs. En dessous, un sanglier est sculpté en bas-relief. On observe donc 3 types d'art, le pilier cubique, en forme de T, le haut-relief et le bas-relief. Ils sont taillés dans une seule et même pierre. Les découvertes faites à Göbekli-Tepe révolutionnent complètement notre compréhension des premiers hommes. Bien avant l'apparition de l'agriculture, les chasseurs-cueilleurs prennent le temps d'apposer leur marque sur leur environnement. Les hommes qui ont construit ce monument étaient toujours des chasseurs-cueilleurs. Cet endroit était un lieu de rassemblement où ils se retrouvaient. Ils avaient donc assez de main-d'œuvre pour tailler ces piliers monolithiques, les transporter et les ériger dans ces cercles de pierre. La construction de Göbekli-Tepe nécessite une organisation du travail et une gestion des ressources poussée.
Le niveau de compétence des artisans témoigne de l'existence d'une société extrêmement complexe, 2000 ans avant que l'homme ne se sédentarise pour cultiver la terre. Ce site archéologique modifie notre conception de la naissance de la civilisation. Une telle réalisation n'est pas à la portée de n'importe qui, c'est l'œuvre de spécialistes. La fabrication et le transport des piliers sont également le fait de bâtisseurs chevronnés. Cela signifie que la société des chasseurs-cueilleurs était beaucoup plus évoluée que ce que l'on pensait. Ces découvertes récentes révèlent que le premier chapitre du long voyage de l'homme vers la civilisation s'écrit ici, au Moyen-Orient. Ce n'est qu'après ce prologue que la population adoptera un mode de vie sédentaire et apprendra à exploiter les ressources naturelles. Il y a un moment charnière dans le développement humain où les hommes et les femmes ne se contentent plus de vivre au jour le jour. Ils cessent de courir après la nature et de lui être soumis. Ils commencent à s'établir et à fonder des communautés. Ils sont pour la première fois véritablement en charge du monde qui les entoure. Et cela leur fournit un point de départ extraordinaire, à partir duquel la civilisation va pouvoir se développer. La sédentarisation est la prochaine étape cruciale dans l'évolution de l'homme. Elle a également lieu dans cette région du monde. Les hommes commencent à s'établir de façon permanente, à construire des maisons et à former des communautés. Ça remonte à plus de 10 000 ans. Des preuves de ce bouleversement peuvent être observées dans le sud de la Turquie, à Çatalhöyük. La ville de Çatalhöyük se trouve sur les bords d'une rivière. Celle-ci fournit de l'eau aux hommes de l'époque, mais également un autre élément vital, de la boue, indispensable pour la construction. Ces murs en briques de terre crue peuvent sembler modestes, mais ils représentent un tournant dans l'histoire de la civilisation. La capacité de construire des habitations. Il y a plus de 9000 ans, Çatalhöyük ressemblait à ça. Des maisons équipées de fours et dans lesquelles on entre par le toit. Les fouilles archéologiques ont permis de rassembler de nombreuses informations sur le site. Nous avons ici une série de maisons en adobe. Il y en a une ici, une autre là, une autre derrière et encore une derrière moi. Elles étaient construites en briques crues que l'on fabriquait sur place et qu'on laissait généralement sécher au soleil. Ici, on peut voir une ligne de briques. Elles sont très longues. On distingue également le mortier. La rivière qui borde Çatalhöyük ne fournit pas que de la boue pour la construction. Elle offre aussi un autre avantage. À l'époque, les terres alentours étaient très fertiles. Une autre étape révolutionnaire va être franchie, l'invention de l'agriculture. Dans les garde-manger, on a découvert une série de compartiments en argile. On voit ici une des cloisons. À l'intérieur, on a trouvé des noix, des pistaches, des amandes, des pois, du blé. Cela nous renseigne sur ce que les hommes cultivaient à l'époque. Tout indique que les premières cultures et la domestication des animaux débutent dans le sud de la Turquie il y a plus de 10 000 ans, avant de s'étendre progressivement dans le croissant fertile, délimité par la Mésopotamie à l'est et la Méditerranée à l'ouest. L'agriculture se propage d'est en ouest à travers toute l'Europe. Vers 5000 avant notre ère, le continent entier est sédentarisé. La conception orientale de l'agriculture transforme toutes les sociétés. L'agriculture représente également une révolution technologique. C'est le début du néolithique, le nouvel âge de la pierre. Des archéologues ont mis au jour les vestiges de cette technologie de pointe.
Sur le site, nous avons trouvé des outils utilisés par les hommes de l'époque. Des outils en pierre destinés à moudre le blé pour faire de la farine ou du gruau. On a aussi trouvé des outils en obsidienne, une roche volcanique vitreuse. Celui-ci devait faire partie d'une faucille et celui-là devait servir pour la chasse. L'agriculture et la sédentarisation permettent de développer de nouvelles technologies. La poterie facilite le stockage et le transport des denrées. Le travail des métaux permet de fabriquer des ustensiles plus performants. L'agriculture entraîne également une révolution dans l'organisation de la société. Elle nécessite non seulement une administration précise des travaux quotidiens comme l'irrigation et les récoltes, mais aussi des règles de propriété pour la répartition, l'entretien et la transmission des terres. Les enjeux du néolithique sont la domestication de l'environnement et la sédentarisation. C'est le début du processus qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui. L'exploitation de la terre permet de subvenir aux besoins d'une population grandissante. Les communautés s'agrandissent et l'homme commence à poser les jalons de ce que nous appelons désormais la civilisation. C'est sur les terres riches et fertiles qui longent les grands fleuves orientaux que naît la civilisation. Si on va d'est en ouest, en Chine, la civilisation est née sur les bords du fleuve Jaune avant de s'étendre aux autres fleuves. En Inde, les vallées de l'Indus et du Gange ont vu naître les premières œuvres d'art. Les fleuves sont les berceaux de la civilisation. De l'Indus et du Gange en Inde, jusqu'au Nil en Égypte. Il y a environ 6000 ans, c'est entre le Tigre et l'Euphrate, les deux grands fleuves du Moyen-Orient, que les premières villes apparaissent. Une de ces villes voit le jour à la frontière ouest de la Mésopotamie. Mari, située dans l'actuelle Syrie, est redécouverte en 1933 par un archéologue français, André Parrot. Mari est bâtie stratégiquement sur les bords de l'Euphrate. De forme circulaire, la cité est approvisionnée en eau par un canal central. Elle est idéalement située pour tirer profit des routes commerciales entre la Mésopotamie et les sources de richesses plus lointaines. Des minerais arrivaient d'Anatolie et des métaux précieux étaient acheminés de différents endroits. Certains venaient de Magan, qui correspond aujourd'hui à Oman, et d'autres étaient importés de Dilmun, sur l'île de Bahreïn, au sud. Depuis Mari, ils étaient ensuite exportés dans tout l'Orient et le reste du monde. La cité de Mari prospère grâce au commerce et l'agriculture. Mais les richesses ne sont pas partagées équitablement.
Une hiérarchie sociale se met en place, à la tête de laquelle se trouve un roi. Nous sommes dans la salle du trône du palais du roi Zimri-Lim. Il a été construit au 2e millénaire avant notre ère. De l'autre côté, on peut reconnaître la base sur laquelle était posé le trône. Il était extrêmement luxueux. Il était composé de matières très onéreuses, comme du bois précieux, de l'or, de l'argent et de l'ivoire. Ce site est une vraie mine d'informations pour les chercheurs. Les archéologues ont retrouvé les vestiges de l'une des plus importantes inventions de la civilisation, l'écriture. Des milliers de tablettes ont été découvertes. Elles sont gravées dans des caractères élaborés en Mésopotamie il y a environ 5000 ans. C'est probablement la plus grande réalisation de l'Homo sapiens. Aligner une suite de signes sur une surface, identifiables par d'autres comme des mots de leur langage. C'est une invention merveilleuse et capitale qui nous est toujours indispensable aujourd'hui. Les scribes utilisent un roseau taillé qu'ils pressent sur des tablettes d'argile humide. Il produit une ligne terminée par un coin. Les archéologues qui sont parvenus à déchiffrer le texte sumérien ont donné un nom latin à cette technique, l'écriture cunéiforme, du mot cuneus qui signifie coin. Il est assez clair que ce système a été mis au point pour des raisons administratives. C'était le seul moyen de tout contrôler. Les toutes premières écritures se composaient de pictogrammes, des représentations linéaires assez naïves d'objets donnés. Ainsi, une silhouette d'oiseau évoquait tout de suite l'animal et signifiait donc oiseau. Mais ce qui distingue l'écriture mésopotamienne de toutes les autres de l'époque, c'est que les premiers scribes ont eu l'idée de dessiner un symbole qui représenterait non pas une image, mais un son. Une fois cette étape cruciale franchie, ils ont très rapidement développé toute une gamme de signes qu'ils pouvaient utiliser pour épeler les sons de leur langue. L'impact de cette écriture est retentissant. Très vite, elle se diffuse dans tout le Moyen-Orient et remplace les pictogrammes et les hiéroglyphes. Puis elle s'étend à la majeure partie du reste du monde. Les tablettes cunéiformes exhumées à Mari révèlent le niveau d'organisation requis dans les premières cités de la civilisation. Ces tablettes administratives montrent que la société était très organisée. Il ne s'agissait pas d'un simple village. Il fallait gouverner une ville entière ainsi que l'arrière-pays. On sait beaucoup de choses sur cette société, en particulier sur sa caste dirigeante, c'est-à-dire le roi, les prêtres et les membres de l'administration. La civilisation apporte des rivalités au sein des cités-États de Mésopotamie. Des guerres éclatent et des campagnes de conquête sont menées. Un nouvel âge de l'Empire commence. Mari est une cible de choix et sera détruite à 2 reprises par des puissances rivales. La première fois, il y a plus de 4000 ans par les Akkadiens, qui fonderont le premier empire du monde en Mésopotamie. Puis, ce seront les Babyloniens, les successeurs des Akkadiens, qui mettront le feu à la cité. On a découvert des traces rouges sur les murs, causées par le feu. On voit que le sol a été déformé par la chaleur. Son niveau n'est pas le même à certains endroits. C'est ainsi que Mari a été détruite. Mari et la culture sumérienne sont anéantis. Mais la civilisation en elle-même survit et se répand au-delà des frontières de la Mésopotamie. Dans leurs montagnes anatoliennes, les Hittites fondent une civilisation sur un terrain hostile. Elle est bien loin des avantages naturels des vallées fertiles mésopotamiennes.
Pourtant, elle perdurera 600 ans. Leur empire sera l'un des plus vastes du monde antique. Les Hittites ont marqué l'histoire en réussissant à surmonter les contraintes géographiques grâce à un excellent sens de la gestion, de l'organisation sociale et de la discipline. Ils sont parvenus à bâtir un empire et à dominer la majeure partie de l'Anatolie dans l'actuelle Turquie, ainsi que d'importantes zones de la Syrie et du nord du Liban. À l'époque, ils faisaient partie des principaux acteurs de la Méditerranée orientale. Hattusha, la capitale du royaume hittite, accueille une population de 50 000 habitants. Elle est entourée d'une imposante muraille, dotée de portes encadrées de lions finement sculptés. En son point culminant, les Hittites érigent un monument gigantesque. Visible à 20 km à la ronde, ces remparts n'ont pas un rôle défensif, mais sont destinés à accueillir des processions. La muraille vieille de 3500 ans témoigne du chemin parcouru par les hommes de l'Antiquité depuis leur passé de chasseurs-cueilleurs. L'immense structure artificielle de Yerkapi est un des monuments les plus impressionnants d'Hattusha. Cette réalisation est une véritable démonstration de la puissance et de l'influence qu'a eue la civilisation hittite. Elle reflète l'image que ce peuple avait de lui-même. À son apogée, l'empire hittite rivalisera avec l'Égypte pour le contrôle du Moyen-Orient. Mais à l'ouest, une nouvelle puissance est en train d'émerger. À la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, des marchands venus de Grèce commencent à établir des colonies le long des côtes d'Asie mineure. Les Grecs s'installent notamment dans la ville de Troie. Dans la mythologie, la cité qui surplombe ces plaines est le théâtre d'un violent conflit entre l'Orient et l'Occident. Homère, le poète grec, immortalisera ces événements dans 2 fameuses épopées, l'Iliade et l'Odyssée. On peut penser que l'histoire de la guerre de Troie n'est qu'une légende ou un mythe, mais des archéologues ont mis au jour la ville de Troie. Nous sommes ici devant l'une des plus anciennes entrées de la ville. Les Grecs pensaient vraiment que la guerre de Troie s'était déroulée ici. Le récit que fait Homère de la guerre de Troie renvoie à un moment réel de l'histoire, lorsque les Grecs ont commencé à s'étendre vers l'Est aux dépens des civilisations plus anciennes. Au cours des siècles suivants, les cités-États de la Grèce antique gagneront en puissance et en influence. Aujourd'hui, la Grèce antique est généralement considérée comme le berceau de la civilisation, l'endroit où sont nés les grands idéaux, ainsi que les concepts de la philosophie naturelle, de la littérature et de l'art. Mais ce statut qu'on accorde à la Grèce dans l'histoire de la civilisation masque la contribution de l'Orient au développement du monde moderne. On ne peut pas nier l'importance de la civilisation grecque. Mais elle n'est pas née toute seule. Elle ne s'est pas développée spontanément. Les Grecs ont emprunté beaucoup d'éléments aux civilisations précédentes et nous les ont montrés sous un jour différent. Bien qu'ils partagent une longue histoire commune, l'Orient et l'Occident sont souvent présentés comme rivaux. Quand on observe les relations entre l'Orient et l'Occident au fil de l'histoire, elles semblent se limiter à une suite d'invasions et de représailles. Mais en réalité, ce sont 2 cultures qui n'ont cessé d'apprendre l'une de l'autre, et leurs destins sont inextricablement liés.
Un des protagonistes de ces échanges culturels est un roi qui changera le cours de l'histoire, Alexandre le Grand. Il arrive à Troie en 334 avant notre ère, à la tête d'une armée grecque partie conquérir l'Empire perse. Quand Alexandre le Grand a débarqué à Troie, on dit qu'il dormait avec un poignard et un exemplaire de l'Iliade sous l'oreiller. Il s'identifiait au héros classique, un Grec parti à la conquête de l'Orient. Inspiré par sa visite à Troie, Alexandre entame sérieusement sa campagne de conquête. Il a un objectif, conquérir l'Empire perse. Fondé 200 ans plus tôt, il s'est imposé comme le plus vaste du monde antique. Il s'étend jusqu'en Asie, en Égypte et en Grèce continentale. Alexandre le Grand remporte sa première victoire sur les Perses lors de la bataille du fleuve Granique. Au fil de sa progression, il découvre l'héritage culturel de l'Orient. La ville de Milet illustre parfaitement ce mélange d'influences orientales et occidentales. Milet fait partie de l'Empire perse, mais à l'image de toutes les côtes d'Asie mineure, elle abrite une population grecque depuis des siècles. De récentes découvertes ont jeté un nouvel éclairage sur la façon dont l'Orient et l'Occident se sont mêlés. Des fouilles ont révélé comment les concepts orientaux ont influencé l'Occident. Aphrodite est l'une des plus grandes déesses grecques. Dans son sanctuaire sur le site de Milet, les archéologues ont exhumé de magnifiques figurines, déposées là en offrande à la déesse. Elles démontrent une fois de plus à quel point les Grecs de Milet ont absorbé la culture orientale jusque dans la relation avec leur dieu. Cette pièce est très ancienne. C'est Aphrodite en tant que déesse de la végétation. Celle-ci la montre comme la maîtresse des animaux. Ces deux représentations sont de vieux symboles du Proche-Orient. Les figurines d'Aphrodite retrouvées à Milet sont presque toutes d'un style oriental plutôt que grec. L'image que les Milésiens se font d'Aphrodite vient clairement de l'Est. Aphrodite est d'origine orientale. Les Grecs l'ont représentée nue. Ils ont assimilé toutes ces influences venues d'Orient. Des observations plus poussées montrent que ce sont des Orientaux qui ont appris aux Grecs de Milet à fabriquer leurs figurines. L'envers des figurines est plat. Elles ont été fabriquées à partir d'un moule négatif. On le remplissait d'argile et on laissait sécher. Ensuite, on retirait le moulage qu'on retravaillait avec un poinçon comme celui-ci, pour ajouter des détails qui n'étaient pas présents dans le moule. Puis on faisait cuire la figurine. Fabriquer des statuettes à partir d'un moule est une technique orientale. Les Grecs de Milet l'ont associée à leur propre technique qui consiste à utiliser un tour de potier. On a une idée très précise des éléments originaires d'Orient et de la façon dont les Grecs les ont intégrés à leur propre tradition. Milet et les autres colonies grecques d'Asie mineure ont joué un rôle important dans la diffusion des idées orientales en Occident via la Grèce. Ces terres sont un carrefour de civilisation. Elles sont le point de départ de l'aventure de l'humanité. Les cultures orientales ont voyagé vers l'Occident via les îles grecques. De là, les savoirs et les traditions philosophiques se sont propagés dans le reste du monde. Au cours de sa campagne contre l'Empire perse, Alexandre le Grand lui-même s'apercevra que l'Orient et l'Occident
sont inextricablement liés. La civilisation grecque, dont il est si fier, puise en réalité ses racines à l'est. Après s'être emparé des villes grecques de l'ouest de l'Asie mineure, Alexandre progresse vers l'est. Une fois de plus, il défait les Perses lors de la bataille d'Issos. Puis il se dirige vers le sud, à la conquête de la Syrie et l'Égypte, avant de s'aventurer en Mésopotamie, où il vainc définitivement l'armée de Darius III lors de la bataille de Gaugamel. Il se prépare alors à entrer dans l'antique cité de Babylone, le joyau de l'Orient. La prise de Babylone concrétise le rêve d'Alexandre le Grand, celui de bâtir un empire mondial. Autrefois située sur des terres fertiles, Babylone se trouve aujourd'hui à 85 km au sud de Bagdad, en Irak. La reconstitution de Babylone a débuté en 1983. La cité antique a un passé illustre. Elle figure parmi les premières villes de la civilisation et elle a exercé une forte domination sur le reste de la Mésopotamie. Elle a ensuite été la capitale de l'empire néo-babylonien. Avec près de 200 000 habitants, Babylone est alors la plus grande cité du monde. C'est un lieu de grande richesse et de splendeurs architecturales. Des histoires circulaient dans l'Antiquité sur la gloire de Babylone. Mais la réalité devait être beaucoup plus impressionnante encore. La ville était entourée d'une haute muraille recouverte de magnifiques carreaux bleus. Alexandre le Grand entre dans Babylone par une porte de cérémonie décorée de reliefs d'aurochs et de dragons, dédiée à la déesse Ishtar. De là, une voie processionnelle longue de 180 mètres, ornée des lions sacrés d'Ishtar, mène à l'intérieur de la ville. Alexandre le Grand n'a jusqu'alors rien vu de comparable aux merveilles de Babylone. Reconstituée à partir de centaines de milliers de fragments mis au jour sur le site de la ville, la porte d'Ishtar ainsi que la voie processionnelle trônent désormais au musée de Pergame, à Berlin. Ishtar semble sûrement familière à Alexandre le Grand. Sous ses traits, il reconnaît probablement la déesse grecque de l'amour, Aphrodite. Ishtar était la principale déesse babylonienne. Des vestiges attestent de son culte en Mésopotamie. Si on la compare à Aphrodite, on peut voir qu'elles appartiennent à la même catégorie. Elles ont un statut similaire et sont toujours représentées comme de très belles femmes. Aphrodite est pour ainsi dire l'homologue grec d'Ishtar. Ishtar est un personnage central de l'un des premiers et plus célèbres récits de la littérature mésopotamienne, l'épopée de Gilgamesh. Cette tablette d'argile de la Bibliothèque royale d'Assyrie raconte l'un des épisodes de l'épopée de Gilgamesh. Ce récit est l'exemple type de ce qu'on pourrait appeler un scénario hollywoodien. Il y a un héros qui vit des aventures, il y a des monstres, de magnifiques femmes, de la trahison, de l'amitié, de l'aventure, un déluge, le tout rassemblé dans un récit passionnant. Ishtar décide de séduire Gilgamesh et dans une description plutôt vivante et amusante, Gilgamesh la rejette. Dans une série de paragraphes réprobateurs, il énumère les destins tragiques des précédents amants de la déesse.
Gilgamesh lui dit « Si je te cède, que vas-tu faire de moi? Je ne prendrai pas ce risque. » Alors Ishtar entre dans une colère noire. On l'imagine claquer la porte à la fin de la conversation et partir vexé, comme dans un film hollywoodien. L'épopée de Gilgamesh est l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues. Elle est antérieure de 1400 ans au poème d'Homère. L'idée de transformer la vie d'un personnage réel, comme Gilgamesh, en une série de légendes est loin d'être étrangère à Alexandre le Grand. Le principe des récits d'Homère, que tout le monde connaît, fait écho de manière fascinante à cet exemple babylonien antérieur. C'est le même genre de littérature et sa fonction est identique. Ces écrits ont ouvert la voie de l'alphabétisation et de la littérature il y a de ça 5000 ans. Tous les éléments étaient déjà là. Les hommes ont cessé d'utiliser l'écriture cunéiforme il y a 2000 ans. Sa signification sera longtemps perdue. Ce n'est qu'au XIXe siècle, après l'exhumation de tablettes cunéiformes, que des spécialistes déchiffrent ces textes antiques. Dès qu'on a pu traduire ces tablettes écrites en cunéiforme, on s'est rendu compte que le monde antique oriental était extrêmement riche, foisonnant et sophistiqué. C'était un monde d'une grande culture où les systèmes de croyances étaient incroyablement nuancés et variés. D'une certaine manière, nous sommes responsables de notre méconnaissance de la richesse de l'histoire orientale. Tout était là, à portée de main, mais pendant des années, nous ne savions pas comment y accéder. À l'époque, on pensait que les origines de la civilisation occidentale remontaient aux Grecs et aux Romains. Il a fallu repenser l'Antiquité et accepter qu'on n'en connaissait même pas la moitié. Au lieu de démarrer en Grèce vers 500 avant notre ère, il fallait remonter à 3000 avant Jésus-Christ. C'était difficile à accepter. Il nous a fallu 150 ans, voire davantage, pour intégrer cette double histoire de l'humanité dans notre identité personnelle. Une fois l'écriture cunéiforme traduite, c'est toute la culture mésopotamienne qui s'ouvre aux archéologues occidentaux. Le fait est que les idées grecques ne sortaient pas de nulle part. Aujourd'hui, on sait que certains pans des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine et d'autres disciplines étaient une mise en application de traditions babyloniennes. Les découvertes faites à Babylone révèlent également que les Grecs de l'Antiquité savent lire le cunéiforme. Ils n'ont eu aucune difficulté à apprécier et assimiler les connaissances ancestrales de la culture orientale. Une tablette retrouvée dans les ruines de Babylone atteste des efforts fournis par un érudit grec pour apprendre le babylonien. D'un côté, il y a un exercice en babylonien et de l'autre, une transcription en lettres grecques des signes cunéiformes. Par exemple, sur une des tablettes, on trouve les mots signifiant canal, grand canal, petit canal, fossé, irrigation, en cunéiforme babylonien. Et sur l'envers de la tablette, l'étudiant grec, qui avait probablement des difficultés à mémoriser ces signes, les a transcrits en lettres grecques. Les mots sumériens et babyloniens sont transcrits en grec. C'est une sorte d'antisèche. Les Grecs ne se contentent pas d'étudier la littérature babylonienne. L'une des contributions majeures de l'Orient à l'Occident est la science. Le grec Thalès de Milet est initié aux sciences babyloniennes. Il prédit avec précision une éclipse solaire. Celle-ci se produit le 28 mai de l'an 585 avant notre ère. Thalès n'a pu calculer la date de l'éclipse qu'en se basant sur les archives des astronomes babyloniens.
Ceux-ci ont recensé tous les équinoxes, solstices et éclipses dès l'an 747 avant notre ère, soit 200 ans avant les calculs de Thalès. Les astronomes désirent comprendre les présages des dieux afin de pouvoir apaiser leur colère. Tout a été systématiquement noté, nuit après nuit, mois après mois, année après année, pendant plus de 600 ans. Au temps d'Alexandre le Grand, tous ces phénomènes avaient été rassemblés en une impressionnante série d'observations et de prédictions. Cette tablette, qui est le 21e chapitre sur 70, traite des éclipses solaires. Progressivement, après de longues périodes passées à observer le ciel, les astronomes ont remarqué que ces événements ne se produisaient pas par hasard, qu'ils n'étaient pas de simples caprices des dieux, mais des suites mathématiques sophistiquées, souvent très complexes et de très longue durée. Vers le 5e ou le 6e siècle avant notre ère, les Babyloniens ont modifié leur approche de l'interprétation du ciel. Ils n'y lisaient plus des messages arbitraires des dieux. Ils considéraient désormais que ces derniers avaient créé un monde profondément mathématique. Les astronomes babyloniens observent minutieusement leur environnement. Ils recueillent des données et cherchent une logique dans toutes leurs découvertes. Leur curiosité a déjà enthousiasmé des penseurs grecs comme Thalès. Mais l'arrivée d'Alexandre le Grand à Babylone accélérera l'absorption de l'héritage culturel oriental par les Grecs. Alexandre était fasciné par l'astronomie babylonienne. Il avait son propre historien et enquêteur sur le terrain. Ce dernier traduisait un maximum d'observations astronomiques en grec et les lui envoyait en Macédoine. À partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, nous possédons de nombreux exemples qui nous permettent d'affirmer avec certitude que des intellectuels grecs avaient accès aux écrits de scientifiques babyloniens. Et c'est vraiment très excitant. Les observations des Babyloniens associées à la logique des Grecs donneront naissance à une rigueur scientifique qui rayonnera dans le monde entier. Le rôle des Grecs comme Platon, Aristote et Ptolémée est indéniable dans ce processus. Mais les astronomes orientaux méritent tout autant leur place parmi les pères fondateurs de la science. À chaque fois que nous regardons notre montre, nous faisons un geste babylonien. À chaque fois que nous lisons notre horoscope dans le journal, nous faisons un geste babylonien. À chaque fois que nous mesurons un angle, nous faisons un geste babylonien. Sans que nous le sachions, certaines de nos actions quotidiennes les plus banales découlent directement des anciennes civilisations du Moyen-Orient. Les Babyloniens sont de brillants mathématiciens. Ils sont les premiers à mesurer des angles, à utiliser des fractions et à résoudre des équations. Contrairement à notre système de numérotation décimale, le leur n'a pas 10 comme base, mais 60. Il s'appelle le système sexagésimal. Lorsque vous êtes enfant et qu'on vous apprend à lire l'heure, si vous êtes un peu curieux, vous allez vous demander pourquoi il y a 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure. D'où vient ce nombre 60? Il vient de Babylone. Au tout début du 3e millénaire avant notre ère, dans l'ancienne Mésopotamie, tous les calculs se faisaient selon un système sexagésimal. Contrairement à nous, ces scientifiques n'ont jamais utilisé leurs 10 doigts comme base mathématique. À la place, ils avaient le nombre 60. « 60 est un nombre beaucoup plus riche que 10 comme base d'un système. S'il est lui aussi divisible par 2 et par 5, il l'est aussi par 3. Il est plus flexible pour effectuer des calculs astronomiques complexes. Grâce à ce système, les Babyloniens définissent 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 jours dans une année et 360 degrés dans un cercle. Les Babyloniens ont l'idée lumineuse que le ciel est une sphère et peut être divisé en 360 degrés. L'Observatoire royal de Greenwich à Londres est fondé en 1675. Dès le XVIIe siècle, c'est d'ici que les astronomes britanniques observent le mouvement des étoiles
et rassemble les données nécessaires aux navigateurs pour s'orienter précisément en mer. On retrouve des influences de l'astronomie babylonienne dès la fondation de l'observatoire au XVIIe siècle. Comme à Babylone, des milliers d'années auparavant, les astronomes divisent le monde en 360 degrés. Mais ils positionnent l'observatoire royal à 0 degré de longitude. Cette ligne est connue sous le nom de méridien d'origine. Les astronomes utilisaient et continuent d'utiliser 360 degrés. Ils les ont divisés en minutes et en secondes pour obtenir des divisions de plus en plus précises du ciel. Ils ont également mesuré le temps que mettaient les étoiles pour traverser le ciel et anticiper leur position. Le premier astronome de Greenwich, John Flamsteed, cartographie le ciel et recense les étoiles, tout comme les Babyloniens 3500 ans plus tôt. Ce livre, Historiae Celestis, contient ses travaux. Ils sont essentiellement basés sur l'observation. Il a dressé la liste des étoiles et des planètes, il a consigné des données sur la Lune, et il a répertorié les positions de tous ces astres durant de nombreuses années. John Flamsteed est l'héritier d'une tradition d'observation qui remonte à ses prédécesseurs de la Renaissance, aux scientifiques arabes, romains, grecs et jusqu'aux Babyloniens. Le système de numération babylonien est aussi à l'origine des 12 signes du zodiaque. Les Babyloniens ont subdivisé les 360 degrés en 12 sections de 30 degrés. Cette carte le montre clairement. On voit les triangles que forment ces segments de 30 degrés. Chacun est associé à une constellation en particulier qui apparaît en son centre. Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer et ainsi de suite. Étonnamment, les symboles et noms que nous utilisons pour désigner les étoiles remontent aux astronomes babyloniens de l'Antiquité. On retrouve les noms des signes du zodiaque sur des centaines, voire des milliers de tablettes. Mais c'est cette petite tablette qui est particulièrement intéressante. Chaque ligne correspond à un signe du zodiaque. En bas, c'est le 8e, le Scorpion. De l'autre côté, on trouve les 4 derniers, suivis d'un trait qui marque la fin de la série de 12. Tous les noms des signes du zodiaque sont d'origine babylonienne. Le taureau est appelé le taureau céleste en babylonien. Il y a aussi le lion. Le zodiaque babylonien est l'une des premières tentatives de l'homme qui vise à donner de l'ordre et du sens à notre monde en apparence incompréhensible. C'est une croyance que nous avons conservée. Tout le monde connaît son signe astrologique. Nous prétendons ne pas y croire, mais nous lisons tous notre horoscope en cachette. L'idée que notre destin est déterminé par le ciel est quelque chose de profondément enraciné dans la pensée babylonienne. Alexandre le Grand meurt à l'âge de 32 ans. Il aura développé une véritable passion pour ces territoires orientaux et son dernier vœu sera que les peuples d'Orient et d'Occident de son nouvel empire vivent en harmonie. L'empire d'Alexandre ne perdurera pas, contrairement à la transmission des connaissances. Un des successeurs d'Alexandre le Grand sera le roi Antiochos Ier, qui fera construire son tombeau au sommet du mont Nemrout, tourné à la fois vers l'est et l'ouest. Un extraordinaire vestige de la culture orientale antique est précieusement conservé ici, à l'abri des regards. On a découvert un objet très particulier sur le mont Nemrout. Il s'agit du plus vieux calendrier astrologique du monde. Il est orné du relief d'un lion et de plusieurs étoiles.
On a calculé que la date exacte indiquée par ces étoiles est le 17 juillet de l'an 62 avant notre ère. Et que l'heure exacte est 16h48. C'est un objet remarquable. Les dieux grecs et perses qui veillent sur le sanctuaire symbolisent la double filiation du roi Antiochos Ier. Ils témoignent du rapprochement qui s'est opéré entre l'Orient et l'Occident après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Ils nous rappellent comment, au cours des siècles qui ont suivi, l'Ouest a absorbé les riches cultures qui se déversaient en lui, telle une rivière qui s'écoulait depuis l'Est.